ravi de présenter cette conférence inaugurale de l'Agora du Savoir. C'est un cycle de conférences que je fréquente depuis bien longtemps, mais en tant que spectateur. Et ce soir, j'ai le plaisir de la présenter, en fait, être modérateur. Alors, Agnès Robin, vous disiez que Montpellier, c'est la ville de lumière, des lumières. Et nous, ce soir, on va parler des lumières, mais plutôt dans le ciel. Et donc, avec le ciel étoilé le soir. Donc, on va parler ce soir d'un thème fondamental qui nous touche pour diverses raisons, l'énigme cosmique de la vie, un sujet qui est passionnant et que je pense qui passionne d'autres personnes que nous. Alors, je vais faire juste un petit texte d'introduction. Donc, depuis bien longtemps, nous nous interrogeons sur le monde qui nous entoure, sur toutes ces lumières, justement, qui nous proviennent du ciel, la nuit ou encore du soleil, que nous voyons se déplacer chaque jour de façon immuable. Étant les observateurs de ce spectacle, nous avons cru que nous étions au centre du monde. Pourtant, les sciences nous ont montré ces derniers siècles qu'il n'en était rien, bien au contraire. Nous avons tout d'abord compris que la Terre était ronde, puis que notre planète tournait, comme d'autres, avec elle, autour du Soleil. Nous avons ensuite découvert que notre Soleil n'était qu'une étoile, parmi tant d'autres. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que nous comprenons que les étoiles sont regroupées dans des grandes galaxies stellaires, enfin de grandes structures stellaires, les galaxies. C'est Edwin Hubble qui met en évidence dans les années 1920 l'existence des galaxies. Il existe donc que des objets en dehors de notre Voie lactée. La Voie lactée qui n'est rien d'autre que la galaxie à laquelle notre système solaire appartient. Hubble découvre bien plus que cela. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Autrement dit, l'univers est en expansion. Toutes ces découvertes ont pu se faire qu'avec des progrès techniques d'observation. Au début du XVIIe siècle, sont créés les premiers instruments optiques permettant d'observer le ciel. C'est le début de la grande aventure de l'astronomie moderne. Au fil de ces découvertes, une question fondamentale se pose de plus en plus. Sommes-nous seuls dans l'univers? Vaste question. À la fin du XIXe siècle, on pense avoir découvert des canaux sur Mars. Une vie intelligente y serait donc présente. Cela inspirera rapidement la littérature et le cinéma. Au cours du XXe siècle, nous prenons les premiers clichés de la Terre vue de l'espace. L'humanité découvre alors l'endroit où nous vivons, la planète bleue, qui est une sorte de radeau flottant dans un espace sombre et en grande partie vide. Radeau sur lequel la vie est concentrée sur quelques dizaines de mètres à sa surface. Cette image de notre planète ne peut qu'augmenter ce sentiment angoissant d'être seul dans l'univers. Les télescopes et autres instruments de mesure que nous dirigeons vers le ciel ne sont-ils pas en fin de compte une tentative pour comprendre notre présence dans l'univers et de rechercher des signaux d'une vie extraterrestre? Mais pour savoir si la vie existe ailleurs que sur Terre, il faut explorer les autres planètes de notre système solaire. Les scientifiques se sont aussi longtemps demandé s'il existait des exoplanètes, autrement dit des planètes en dehors de notre système solaire. C'est chose faite. Dans les années 1990, en particulier à les découvertes des astrophysiciens Michel Mayor et Didier Queloz, une première exoplanète est découverte autour d'une étoile du type de notre Soleil. Cette découverte révolutionnaire ouvre depuis la voie de nombreuses autres découvertes et nous éclaire sous un angle nouveau sur les questions sur la vie dans le cosmos. Le lancement en 1990 du télescope spatial Hubble, puis plus récemment en 2021 du télescope spatial James Webb, vont fournir aux chercheurs des images d'une qualité jusque-là inégalée et permettre de scruter les confonds de l'univers et ainsi voir la création des toutes premières galaxies. On en parlait encore tout à l'heure. Alors pour nous parler de l'énigme de la vie extraterrestre et des recherches actuelles qui lui sont consacrées, nous avons le grand plaisir de recevoir Nathalie Cabrol. Alors merci pour votre présence. Et donc vous êtes astrobiologiste à l'Institut SETI, alors, nom que nous pouvons traduire en français, je ne vais pas le dire en anglais, recherche d'intelligence extraterrestre. Je ne suis pas très fort en anglais. Un institut qui a pour but d'explorer, comprendre et expliquer l'origine et la nature de la vie dans l'univers. Depuis 2015, vous êtes directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de cet institut. Vous dirigez aussi des projets pour la NASA depuis 1998. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Le Seuil, Voyage aux frontières de la vie en 2021 et À l'aube de nouveaux horizons en 2023. Et vous venez de publier un nouveau livre que j'ai ici, que certains ont pu voir à l'entrée, livre toujours aux éditions du Seuil, L'énigme cosmique de la vie. Alors, j'ai eu grand plaisir à découvrir ce livre
et le lire. Les photos sont magnifiques, hein, vous en verrez dehors, enfin derrière nous pendant la conférence. Et vos textes sont à la fois clairs et traduisent, je trouve, une réelle réflexion sur l'énigme de la vie au-delà même du caractère scientifique. Alors pour commencer, avant d'en venir directement au cœur du sujet, vous écrivez que vous avez vu pour la première fois, vous aviez 5-6 ans, quand vous avez vu Apollo se poser sur la Lune. Est-ce que c'est de là qu'est partie, d'après vous, une passion ? C'est pas de là que la passion elle est partie, mais c'est certainement quelque chose qui l'a cristallisée. En fait, je disais tout à l'heure en plaisantant que je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, je peux pas expliquer quand cette passion elle a commencé. Je suis née avec, mais il y a quelque chose que je peux dire ce soir et qui me fait extrêmement plaisir, c'est que le questionnement par rapport à l'univers, par rapport au ciel, il est né pas tellement loin d'ici. J'ai grandi en vacances à Huchot, chez mes grands-parents, à 50 km d'ici. Et c'est la nuit, le soir, en regardant les étoiles, avec ce personnage là-bas, mon cousin qui est venu et que je n'ai pas vu depuis 30 ans, c'est ce qui expliquait les effusions tout à l'heure. Mais tous les deux, on a grandi en regardant le ciel, dans les champs, couchés, dans les vignes aussi. On cherchait de temps en temps un petit peu les soucoupes volantes aussi, mais ça, il ne faut pas le dire. Et donc, il y avait un questionnement déjà. Et Apollo, ça a cristallisé cette chose-là, ça a donné quelque chose de plus physique. Quand on voit un astronaute qui pose le pied sur la Lune, pour moi, ça, c'était l'exploration. Ça a véritablement matérialisé cette passion. Alors pour résumer votre parcours, quand j'ai lu un petit peu, je me suis documenté, on pourrait dire que vous êtes une réelle exploratrice. Et alors, pas que de l'univers, pas que de la vie, même à la surface de la Terre. Oui, je suis curieuse par nature et la curiosité, ça s'exprime de différentes manières, mais j'aime bien avoir des perspectives différentes. C'est aussi pour ça que j'aime la multidisciplinarité de l'astrobiologie. J'explore beaucoup dans ma tête. D'abord, les expériences de pensée en sciences, c'est absolument nécessaire. J'explore sur le terrain et effectivement, oui, j'ai tendance à aller dans des endroits un petit peu extrêmes pour essayer de comprendre les limites de la vie, comment la vie s'adapte à des conditions qui peuvent ressembler à celles d'autres planètes. Et on va en venir un petit peu à l'énigme de la vie, mais avant de parler de la vie en tant que telle, peut-être on va planter le décor. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit quand on lève les yeux au ciel ? Nous, on voit le ciel étoilé, mais qu'est-ce qu'on sait sur ce ciel aujourd'hui, sur cet univers ? On a appris depuis un peu plus d'un siècle qu'il y a des galaxies. Qu'est-ce que sont les galaxies ? Depuis quand il y a des galaxies ? Et de quoi sont-elles composées ? On pense qu'on sait des tas de choses sur l'univers. Et en fait, au fur et à mesure qu'on reçoit de nouvelles données, en particulier avec James Webb, qui est le dernier en date, mais il y en a d'autres, et en particulier les nouveaux télescopes terrestres, la nouvelle génération de télescopes qui arrivera dans les 5 à 10 ans à venir, seront pour certains plus performants encore que les télescopes spatiaux que nous avons aujourd'hui. Mais pour ces télescopes, ce qu'ils nous ont montré, en particulier le premier fond profond de James Webb, c'est des galaxies déjà très bien formé, seulement 200 millions d'années après le Big Bang, après que la lumière ait finalement franchi cette barrière de chaleur intense, de température intense. Ça, on ne s'y attendait pas. On s'attendait à voir des galaxies. Et les galaxies, ce sont évidemment des amas d'étoiles. Ce qu'on ne sait pas toujours, en fait, c'est qui des galaxies ou qui des étoiles se sont formées en premier. Est-ce que les étoiles se sont formées, ensuite se sont regroupées par gravité pour former les galaxies, ou est-ce qu'on avait des rotations dans l'univers primordial qui ont amené à la condensation de certains nuages, à l'affaissement de certains nuages et à la naissance d'étoiles. Donc ça reste des questions qui se posent encore aujourd'hui. Mais quand on regarde avec James Webb et qu'on regarde seulement 200 millions d'années après le Big Bang, on voit une densité de galaxies qu'on n'attendait pas. On savait qu'il y aurait des galaxies, mais à ce point-là, on ne l'attendait pas. Oui, les découvertes scientifiques sont toujours inattendues et remettent tout en question en général. Donc, vous avez dit les galaxies, donc on ne sait pas si c'est les étoiles qui ont été créées avant et qui ont engendré les galaxies ou l'inverse. Mais on va peut-être mettre un petit focus sur les étoiles, puisque les étoiles vont avoir une importance dans notre histoire et l'apparition de la vie. C'est dans les étoiles, donc au départ, il y avait dans l'univers de l'hydrogène, et il a fallu, on va dire, entre guillemets, des machines qui ont transformé cet hydrogène dans d'autres atomes. Et c'est là où les étoiles vont intervenir.
Les étoiles, elles ont un rôle fondamental. C'est pas pour rien que des grands personnages comme Sagan ou comme Hubert Reeves, qui nous a quittés il y a un mois, pensaient, non seulement pensaient, mais reflètent la réalité en disant que nous sommes des poussières d'étoiles. C'est fondamental. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et pourquoi ? Parce que les atomes qui nous composent sont forgés littéralement dans ces étoiles. Au début, les étoiles qui existent au tout début de l'univers, elles sont absolument énormes. Elles n'ont rien à voir avec le Soleil qu'on connaît aujourd'hui. C'est des milliers, des centaines de milliers de fois la masse du Soleil. C'est absolument gigantesque, mais c'est aussi des étoiles qui brûlent très très rapidement, qui ont des vies très courtes, entre 10 000 ans et 1 million d'années. Mais ce qui se passe au cœur de ces étoiles, c'est qu'on passe de l'hydrogène à l'hélium, et au fur et à mesure qu'elles explosent, qu'elles lancent ce matériel dans l'espace, ce matériel est récupéré pour former d'autres étoiles qui vont à nouveau prendre ces éléments et les transformer dans des éléments de plus en plus lourds. Alors encore une fois, ça on savait, on connaissait le mécanisme, nous savions que les atomes étaient formés par la naissance et la vie des étoiles, mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est de voir les molécules organiques, c'est-à-dire en fait des atomes qui sont assemblés dans des chaînes de plus en plus longues, et ce qui sont les briques de la vie, c'est-à-dire des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore, etc., eh bien, on commence à avoir des molécules organiques à plus de 12 milliards d'années dans le passé. Et ça, on pensait que ça était venu un petit peu plus tard. Et c'est une découverte qui date simplement de quelques semaines aussi, peut-être un mois ou deux, et un nuage organique autour d'une galaxie. Et on se rend compte aujourd'hui que des molécules organiques, il n'y a rien de plus commun dans l'univers. Et ça vient de la naissance des étoiles, de leur vie, du recyclage des atomes lorsqu'elles meurent et qu'elles sont redistribuées dans l'univers. C'est pas pour rien aujourd'hui si vous êtes formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, etc. Parce que véritablement, c'est ce qu'il y a de plus commun dans l'univers. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était aussi ancien que ça. Alors si je reviens sur les étoiles, on vient de dire que les étoiles ont produit tout le reste de la matière, en tout cas les autres atomes, mais c'est la taille, en tout cas la masse de l'étoile, plutôt c'est la masse, qui va déterminer la vie de l'étoile. Et peut-être on peut en dire quelques mots, puisqu'elles sont rangées, elles sont classées. Oui, on peut parler des étoiles comme on parle des êtres humains, elles ont des personnalités. Et alors plus une étoile est grosse, moins elle va vivre longtemps parce qu'elle brûle son combustible très très rapidement. Alors il y a toute une classe d'étoiles, c'est pas la peine de rentrer dans la classification, mais disons que les étoiles, plus elles sont grosses et massives, moins elles vont vivre longtemps. Et elles vont exploser, faire des supernovas. Celles qui sont supermassives, elles vont s'effondrer sur elles-mêmes, et c'est ce qui va amener à la formation de trous noirs, qui sont d'autres énigmes cosmiques. Et puis, alors, vous allez vers des étoiles qui, au fur et à mesure du temps, vont devenir un petit peu plus stables, dirons-nous. Donc, on parle de population d'étoiles, population 3, population 2, population 1. Le Soleil est arrivé, lui, s'est formé il y a environ 10 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près 3 milliards d'années après le Big Bang. C'est une étoile qui est considérée comme commune, mais ça a quand même des bons côtés. Ça veut dire qu'elle a une durée de vie bien plus longue. Maintenant, on parle de milliards d'années. Le Soleil a une durée de vie potentielle entre 10 et 12 milliards d'années. On est à peu près à la moitié de cette vie. Et aujourd'hui encore, bien évidemment, vous avez toujours des étoiles qui se forment. On les verra dans certaines de ces images qui passent. Vous verrez, comme dans les piliers de la création, par exemple, il y a des nuages de gaz, il y a des nuages de poussière. Et cette histoire continue. Mais elle continue d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des éléments de plus en plus lourds qui se forment. Non seulement il y a du carbone, de l'hydrogène, etc. Mais apparemment, on est en train de descendre aussi dans la table chimique où on commence à trouver des éléments qu'on ne connaît pas vraiment. C'est pas surprenant, chimiquement ça s'explique, mais c'est quand même intéressant toujours en science de pouvoir observer ce qu'on théorise. Alors, peut-être juste une petite parenthèse par rapport à votre livre et les photos que le public peut voir derrière nous, de magnifiques photos. Alors,
je me suis posé la question, mais vous allez y répondre. C'est des photos qu'on voit juste, il faut un cliché, ou est-ce que justement c'est, on va dire, la combinaison de plusieurs photos prises à infrarouge, etc. Alors ça dépend, parce que pour le moment, on est en train de voir une image de Mars. Celle-là, il y a un filtre, mais c'est simplement un filtre qui nous permet de mieux comprendre la composition du sol, la minéralogie, etc. Qu'est-ce qui se passe, la texture des sédiments. Mais dans l'espace, bien évidemment, quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe, vous voyez souvent de très jolies photos avec beaucoup de couleurs, etc. Si vous vous promeniez dans un vaisseau spatial à la Star Trek ou comme dans la Guerre des Étoiles, vous ne verriez pas autant de couleurs. Mais les filtres, c'est quand même pas, c'est pas tricher. Ça vous raconte quand même l'histoire de quelque chose qui existe. C'est une réalité chimique, c'est une réalité physique, c'est une réalité de la texture, de la composition. Ça nous permet simplement de les visualiser beaucoup mieux. Les filtres sont des outils scientifiques. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des tas de couleurs, mais c'est pas des couleurs que le cerveau humain pourrait voir, mais elles traduisent quand même une réalité. Alors, venons-en maintenant aux exoplanètes. C'était une question qu'on se posait depuis très longtemps. Et les scientifiques, pour des raisons de probabilité certainement, se disaient il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des planètes autour du Soleil. Et donc on imaginait, on espérait trouver d'autres planètes. Et donc pour des raisons techniques, c'était très difficile pour observer. Et comment ils sont arrivés, comment ont-ils pu observer les premières planètes? Est-ce qu'on est arrivé à observer les premières exoplanètes? Est-ce qu'on est arrivé à les observer directement ou par d'autres méthodes indirectes? L'imagerie directe, c'est très très récent. Et la recherche des exoplanètes, ça date, en dehors de la théorie bien sûr, les premières qui ont été découvertes, c'était à la fin au début des années 90, dirons-nous. Mais là aussi, la découverte des exoplanètes, c'est quelque chose qui technologiquement a été rendu possible par tous les instruments qu'on a développés maintenant, mais ça vient d'un processus théorique et d'une expérience de pensée qui remonte à bien longtemps. Ça commence au moins à la révolution copernicienne, je dirais. On ne parle pas d'exoplanètes, mais ce qu'on essaye de faire, ce que Copernic fait, c'est complètement essayer de décentrer la Terre, de plus en faire quelque chose de central. C'est plus le centre de l'univers. Maintenant, c'est plus tout tourne autour de la Terre. Au contraire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on va se rendre compte que le Soleil, c'est une étoile commune parmi des tas d'autres. Et puis alors, il y avait quand même cette avancée intellectuelle pour comprendre qu'on n'était pas particulièrement unique et que donc, avec le système planétaire, peut-être que ça fonctionnait comme pour les étoiles qu'on voyait. Peut-être qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là. Et pour les voir, il y a des tas de méthodes, il y en a au moins 5 ou 6, mais celle qui est le plus généralement utilisée pour détecter les planètes, c'est c'est le transit. C'est une technique qui est photométrique. En quelque sorte, vous imaginez que vous avez une lampe comme celle-ci, vous faites passer un petit point devant, eh bien, l'intensité de la lumière va baisser quand le petit point passe devant, parce que c'est comme si vous aviez comme une éclipse, par exemple, ou un transit. Donc c'est photométrique. On essaye de comprendre combien il y a de lumière qui s'échappe, et puis quand on voit cette lumière qui baisse, c'est comme ça qu'on a découvert les premières planètes. Enfin, il y avait un coronographe aussi dans les toutes premières, mais c'était pas l'imagerie directe encore. Aujourd'hui, on est capable de faire en imagerie directe quand on masque, bien évidemment, la lumière de l'étoile, parce que si encore une fois vous vouliez me dire qu'est-ce qu'il y a d'écrit, s'il y avait quelque chose d'écrit sur le mur à côté de la lumière, je serais incapable de vous le dire parce que la lumière, elle m'aveugle. Pour pouvoir voir ce qui se passe sur le mur, je suis obligée de masquer la lumière. Et dans ce cas, je peux voir très distinctement ce qui se passe tout autour. Donc on est obligé de faire ces choses-là, mais aujourd'hui, on est capable de détecter des planètes de manière directe, et depuis le sol, pas seulement depuis l'espace. On les détecte donc par photométrie, par le transit, par l'astrométrie. Il y a des tas de méthodes pour le faire, mais quand même la méthode du transit est celle qui nous a permis jusqu'à présent de trouver le plus grand nombre d'exoplanètes. C'était la méthode utilisée par la mission Kepler, qui a bien déblayé le terrain. C'est la méthode utilisée par James Webb. Mais il y a d'autres télescopes qui utilisent des coronographes, etc. Alors, cette découverte date d'il y a une trentaine d'années. Et depuis, combien d'exoplanètes on a découvert et de quel type, comment sont-elles? Est-ce qu'elles ressemblent à celles de notre système solaire?
Pour moi, et je pense pour beaucoup en astronomie, la découverte des exoplanètes, c'est une révolution. C'est ce que j'ai appelé une révolution dans le ciel nocturne, parce que ça change complètement notre perspective, non seulement de notre place dans l'univers, mais de notre appartenance à une grande famille galactique et une grande famille universelle. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 5500 exoplanètes qui sont confirmées. Une grande partie par les missions spatiales, mais quelques-unes aussi par les missions, par des télescopes au sol. Il y en a environ 9000 qui restent à confirmer pour le moment. Il y a un petit peu plus de 1400 ou 1500 systèmes planétaires, c'est-à-dire des systèmes qui contiennent des planètes comme le système solaire, qui ont été confirmés. Alors, la plupart d'entre eux contiennent une planète pour le moment, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, parce qu'on continue de les observer. Il y en a très peu, jusqu'à présent, qui contiennent autant de planètes que le système solaire. Il y en a 2 ou 3. Il y en a un qui contient 10 planètes, il y en a un qui contient 9 planètes. Il y a TRAPPIST qui contient 7 planètes, qui sont toutes de la taille de la Terre. Et ces planètes, elles sont absolument de toutes les caractéristiques possibles. Alors, ce qu'on a appris, la beauté de cette chose-là, la beauté des exoplanètes, d'abord, c'est de se dire qu'on fait partie, comme je le disais, d'une grande famille universelle. On n'est pas unique. Mais on a découvert aussi des planètes dont on n'avait pas la moindre idée qu'elles puissent exister. Et ça nous donne une espèce de bestiaire, je dirais, où on peut essayer de comprendre quels sont des climats qui sont très exotiques par rapport aux nôtres. Imaginez ce qu'on appelle les Jupiter chauds, qui sont pour 30% des exoplanètes que l'on trouve. C'est pas par hasard, c'est simplement un biais statistique, parce que c'est la résolution que l'on peut atteindre. Aujourd'hui, on résout un petit peu moins bien des planètes de la taille de la Terre encore. C'est pour ça qu'on en trouve moins. C'est simplement les instruments qui ne nous le permettent pas encore, mais ça va venir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des grosses planètes. C'est pas qu'il y a que des grosses planètes dans l'univers, c'est celles qu'on est capable de détecter. Et alors, ces Jupiter chauds, elles tournent très très proches de leurs étoiles. Elles sont donc, comme le nom le dit, extrêmement chaudes, mais elles sont aussi complètement incroyables. Sur certaines d'entre elles, vous avez des vents de 9000 km/h qui sont hypersoniques. La plupart d'entre elles sont verrouillées, c'est-à-dire qu'elles tournent toujours la même face, comme la Lune, par rapport à la Terre, à leur étoile. Il y en a qui tournent tellement près qu'elles sont déformées et qu'elles vont complètement disparaître en l'espace de quelques milliers d'années. Et aussi, on a appris que ces planètes, pour une grande partie, ne se sont pas formées là où on les voit aujourd'hui. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Parce que des planètes comme ça, on en a au moins une dans notre système solaire, et c'est Jupiter. Et il se trouve qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, Jupiter, elle se trouve à cette place dans le système solaire simplement parce que Saturne s'est formé. Jupiter a en fait provoqué un énorme chaos dans le système solaire au début de sa formation, parce qu'elle se dirigeait vers le Soleil de la même manière que les Jupiter chauds se dirigent vers leur Soleil. La seule chose qui l'a ramené dans le système externe, c'est la formation de Saturne. Mais au passage, alors qu'elle se dirigeait vers le Soleil, elle a en quelque sorte attrapé une grande partie du matériel qui aurait dû servir à la formation et à la croissance de Mars. Et si ça n'avait pas été le cas, aujourd'hui, on aurait un Jupiter chaud à côté du Soleil et on aurait 3 planètes de la taille de la Terre, alors que Mars fait la moitié simplement. Et il y a tout un tas de choses. Le système solaire, au début, c'est un chaos invraisemblable. Ça ressemblait à rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une vingtaine de planètes de la taille de Mars dans le système interne, simplement. Mais donc, observer ces planètes et d'autres planètes qui sont de type neptunien, c'est-à-dire de la taille d'Uranus ou de la taille de Neptune, qui font environ 50 000 km de diamètre. Mais là où la physique commande à perdre, c'est plus du tout ce qu'on connaît. Les phases liquides et les phases gazeuses n'existent plus vraiment. C'est quelque chose qui est un petit peu étrange. C'est quelque chose qu'on trouve un peu sur Vénus, à cause de la pression et de la chaleur. C'est un endroit, par exemple, l'atmosphère de Vénus, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un océan sans être véritablement un océan. Donc c'est des mondes complètement étranges où la physique telle qu'on la connaît, on a besoin de l'apprendre, ça étend nos horizons. Et c'est aussi des endroits où on commence à apprendre que la zone habitable, c'est quelque chose d'extrêmement flexible. Et puis il n'y a pas que ça, en fait.
on y reviendra. Et donc, j'ai lu d'ailleurs, juste pour venir sur les exoplanètes, qu'on estime aujourd'hui que dans notre galaxie, il y a autant de planètes que d'étoiles, c'est-à-dire entre 200 et 400 milliards entre 200 et 400 milliards. Et quand vous sortirez, et vous avez la chance, peut-être on est un petit peu près de la mer, mais si le ciel est clair ce soir, et que vous levez les yeux au ciel, et ça, ça fait partie de la grande révolution. À chaque fois que vous voyez une étoile dans le ciel, dites-vous qu'il y a au moins en moyenne une planète qui tourne autour de cette étoile. Et ça, c'est quelque chose que la mission Kepler, que TESS, que James Webb, que COROT et d'autres missions nous ont apprises. Bien loin d'être unique, on fait partie, on est unique d'une certaine manière parce qu'on est des observateurs et on ne sait pas s'il y a d'autres observateurs dans l'univers de ce spectacle incroyable. Mais maintenant, quand vous regarderez des étoiles dans le ciel, pensez aux planètes qui tournent autour et aux probabilités et aux possibilités que ça donne. Alors là, on vient de planter le décor un petit peu. L'univers, de quoi il est constitué? De galaxies, d'étoiles et donc de planètes. Alors, on va en venir maintenant à la question centrale, c'est la vie. Alors, c'est une question qui nous paraît peut-être banale. Qu'est-ce que c'est la vie? Si on ne s'est pas posé la question, on se dit, bon, la vie, on sait ce que c'est la vie, on sait ce que c'est le vivant, le non-vivant. A priori, ça nous paraît très simple. C'est un dualisme, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que pour s'intéresser à la vie en dehors de notre système solaire, ou même de la Terre, il faut déjà définir la vie. Et ce sont des questions qui ont mis les scientifiques à mal. Et où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la vie, en fait? Je ne pense pas que ça mette la science à mal. La science, elle est là pour poser des questions. Et souvent, comme je le dis souvent, quelquefois, on apporte des réponses, mais le fait d'avancer en science, c'est aussi d'être capable d'articuler des meilleures questions et de pouvoir construire de meilleurs instruments pour pouvoir apporter des réponses à ces questions. Mais si vous avez une bonne définition de la vie, faites-le moi savoir. Parce qu'aujourd'hui, on en a environ 123. Ça, c'était il y a quelques jours. Mais en fait, ce ne sont même pas des définitions, ce sont des descriptions de la vie. Et hier soir, j'étais à Rennes et j'ai proposé au public de faire une petite expérience. On a une définition de travail, bien évidemment, parce qu'on est obligé, quand on fait de l'exploration, on est obligé de se donner une définition de travail. Mais on est très honnête avec cette définition, on sait qu'elle a des limites. Et la définition que l'on utilise, c'est la suivante. C'est que la vie est un système chimique autonome capable d'évolution darwinienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un système chimique, ça tout le monde sait ce que ça veut dire. Autonome, on sait ce que ça veut dire. L'évolution darwinienne, ça veut simplement dire qu'elle est capable d'évoluer et de s'adapter. C'est Darwin qui a montré l'évolution et l'adaptation des espèces. Alors maintenant, à quel point la vie est autonome par rapport à l'environnement? On va faire un petit exercice. Arrêtez de respirer pendant 10 minutes. Il n'y a rien qui soit autonome. Et on va revenir à la notion de séparation entre la vie et l'environnement, qui est quelque chose qui est absolument essentiel, et spécialement aujourd'hui, avec la crise climatique que l'on traverse. Je vais vous donner une description de cette chose-là. On peut imaginer qu'il y a des planètes qui sont créées sans vie. On dira... ça reste une hypothèse, en fait, puisqu'on est encore à démontrer qu'il y ait de la vie ailleurs que sur la Terre, mais on n'a pas démontré qu'il n'y en avait pas. Donc, imaginons que lorsque les planètes se forment, elles soient sans vie. Vous avez donc un environnement planétaire. Et d'un seul coup, la vie émerge. Mais j'aime pas le d'un seul coup, parce que c'est une transition, c'est pas quelque chose qui se passe d'un seul coup. Quand la vie apparaît sur une planète comme sur la Terre, vous avez immédiatement une coévolution. C'est-à-dire que l'environnement planétaire va donner les limites physiques et chimiques du développement possible et d'un type de vie, d'une biochimie donc. Mais lorsque la vie apparaît, elle s'empresse de tout chambouler. Je ne sais pas si vous êtes au courant que 50% des minéraux terrestres n'existeraient pas si la vie n'était pas là. L'air que vous respirez aujourd'hui, ce n'est pas l'atmosphère primitive de la Terre. Elle a été produite par des algues bleues et vertes il y a 2 milliards d'années qui ont capté le dioxyde de carbone de l'oxygène et qui ont réinjecté de l'oxygène. Et donc, on est la preuve même de la transformation de l'environnement par la vie.
Mais en même temps, lorsque vous avez des changements d'environnement, à cause des changements donc cycliques du climat, comme ça se produit au cours des 4 milliards d'années de la vie géologique de notre planète, il y a une adaptation qui est de chaque côté. C'est une coévolution. Et donc, du moment où la vie émerge sur une planète, on ne peut plus séparer la vie de l'environnement. C'est un système. Quel que soit ce qui se passe, d'un côté ou de l'autre, ça va modifier l'autre partie. Ce qui veut dire aujourd'hui que la vie qui est arrivée jusqu'à présent, en grande partie, a été dirigée par les modifications de l'environnement. Aujourd'hui, c'est la vie qui modifie l'environnement, mais par effet de feedback, c'est-à-dire de retour, eh bien, l'environnement est en train d'essayer de trouver un autre équilibre qui va forcer la vie à s'adapter ou à disparaître. Alors une petite parenthèse, c'est ce qui, on reviendra tout à l'heure, c'est ce qui va permettre aussi de repérer peut-être la vie sur d'autres planètes, mais on y reviendra. Oui, alors ça, c'est un grand dilemme pour les chercheurs, parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement une signature ambiguë, qui ne soit pas ambiguë de la vie. On appelle ça les biosignatures. Il y en a une, par contre. Enfin, il y en a plus d'une. Mais la manière la plus facile de détecter, je dirais, ou la plus évidente de détecter la présence d'une civilisation extraterrestre sur une autre planète, c'est de détecter une signature dans une atmosphère de planète qui ne peut pas être produite par la nature seulement. Ça veut dire qu'on espère que les extraterrestres polluent autant que nous. Oui, espoir. J'ai pas dit espérer, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, si on revient sur donc la vie, on n'en connaît qu'une, c'est celle qui est sur notre planète, donc c'est notre seule référence, c'est ce qui est difficile pour un scientifique de généraliser, de définir la vie. Mais déjà, on peut s'intéresser, avant de partir en dehors de notre Terre, qu'est-ce qu'on trouve comme... la vie est basée sur quoi sur notre planète? Et on s'est aperçu, c'est au siècle dernier, qu'en fait, on trouvait la vie à des endroits qui étaient impossibles a priori. Je pense au Fuber, c'est-à-dire au fond des océans, à quelques milliers de kilomètres, à des endroits où la pression est considérable, la température considérable. Donc, en fait, même la vie sur Terre, c'est la seule qu'on connaît, mais rien qu'elle, elle nous paraît assez énigmatique. En fait, je crois qu'on peut dire, sans trop se tromper, que pour le moment, on est encore en train de chercher les limites de la vie sur Terre. Parce que plus on explore, plus on la trouve un petit peu partout. Moi, je vais dans des endroits impossibles et la vie est toujours là. Mais par contre, je voudrais pas corriger, mais il faut faire attention quand on dit la vie extrême. L'extrême, c'est toujours... C'est par rapport à nous. Je vous garantis que les algues que je vois dans des bassins acides où le pH est de 0 ou de 1, elles sont parfaitement heureuses. Et si on les mettait dans la mer Méditerranée, ça ne leur plairait pas beaucoup. Mais donc, c'est tout à fait relatif. Et donc, elles ont évolué avec leur environnement, elles sont adaptées à leur environnement. Alors, du coup, si on cherche une vie en dehors de la Terre, qu'est-ce qu'on cherche comme type de vie? Une vie qui va ressembler à celle qui existe sur la Terre, puisqu'on n'en connaît pas d'autres. Oui, alors, évidemment, on est limité, parce que pour le moment, il n'y a qu'un seul point dans notre graphique, c'est-à-dire notre exemple à nous. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'on sait que ça fonctionne. Oui. Donc, la biochimie basée sur l'eau, c'est quelque chose qui a fonctionné sur la Terre. C'est à la fois limitant, mais en même temps, il faut se dire, comme je le disais tout à l'heure, que les briques de la vie qui nous ont produit, ça fait partie des choses les plus communes de ce qu'on trouve dans l'univers. La recherche des exoplanètes, la découverte des exoplanètes nous montre que des planètes de type terrestre, et ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement semblables à la Terre, il y en a beaucoup. Maintenant, la chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on ne trouvera jamais une copie conforme à la Terre. Il peut y avoir des trillions, je ne sais plus parler français, je m'excuse, mais je ne sais pas comment on dit, mais enfin des milliards, autant de planètes que vous pouvez penser qui existent dans l'univers. Il y a très très peu de chances
qu'on trouve une planète à l'identique, tout simplement parce qu'il suffirait qu'on prenne 2 fois la même Terre, exactement au même moment dans l'histoire, qu'elle soit lancée sur la même orbite, etc. Il suffirait qu'il y ait 1 seconde ou 1/4 de seconde de différence dans leur orbite pour qu'il y ait des extinctions qui n'arrivent pas, pour qu'il y ait des collisions qui ne se produisent pas. On est véritablement le produit de l'évolution de notre planète. Mais par contre, le processus d'émergence de la vie, si il a fonctionné sur Terre et si on a seulement besoin d'avoir des conditions similaires, il y en a beaucoup dans l'univers. Personnellement, je pense que l'univers est rempli de cyanobactéries parce que c'est la chose la plus facile à former. Ensuite, quand on va vers des choses un petit peu plus complexes, là, ça prend plus de temps. Alors, du coup, quand on essaie de définir les conditions pour que la vie apparaisse, on peut définir des zones habitables dans l'univers. Et donc, quelles sont ces conditions ? Alors, pour la biochimie, comme la nôtre, on a une distance par rapport à une étoile. Pour nous, c'est de type solaire, mais n'importe quelle étoile peut avoir une zone habitable. C'est aussi une des grandes découvertes qu'on a aujourd'hui avec les exoplanètes, c'est que vous pouvez avoir une énorme étoile. Il suffira simplement que vous vous trouviez à quelques dizaines d'unités astronomiques, par exemple, ou que vous ayez une grande révolution à faire autour de cette étoile. Ça prendra peut-être 10 000 ans à la planète pour faire le tour de son étoile, mais il y a quand même une zone habitable, très très loin. Le seul problème avec ces grosses étoiles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, elles explosent très rapidement. Et ça laisse donc très peu de temps à la chimie prébiotique de pouvoir transitionner vers la biologie. Maintenant, vous avez des toutes petites étoiles, comme la naine brune qui abrite le système de TRAPPIST, où vous avez 7 planètes de la taille de la Terre qui sont toutes à l'intérieur de la zone habitable du système de TRAPPIST, mais cette zone habitable, elle est contenue tout entière dans ce qui serait pour nous l'orbite de Mercure. Mais pour cette planète pour cette étoile qui est froide, c'est donc important que les planètes soient plus proches pour recevoir suffisamment de chaleur pour pouvoir, en quelque sorte, avoir de l'eau liquide, parce que c'est une des définitions que l'on donne, bien évidemment, à la zone habitable. Maintenant, il y a les étoiles comme le Soleil, on le voit dans le système solaire. Alors, on se dit, d'accord, on a une zone habitable, elle a une certaine taille, mais en fait, une étoile, c'est comme un être vivant. Ça a une jeunesse, ça a une vie adulte, et puis ça a une vieillesse. Le Soleil, dans les premiers millions d'années, le Soleil jeune, il a simplement 75% de la luminosité qu'il a actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de luminosité qui atteignait la surface des planètes. Et en plus, il avait très très mauvais caractère, comme tous les adolescents. Il y avait des jets de plasma qui partaient dans tous les sens. Et donc le système solaire, à cette époque-là, c'est un petit peu différent. Mais on avait 3 planètes habitables. Dans la zone habitable, il y avait Vénus, la Terre et Mars. Aujourd'hui, Vénus, parce que le Soleil est rentré sur sa séquence principale et qui maintenant brûle son énergie en tant qu'étoile adulte, eh bien, Vénus est en dehors de la zone habitable maintenant. C'est trop chaud pour Vénus. La Terre est très proche de la limite de la zone habitable, beaucoup plus proche qu'on ne le croyait, en fait, au début. Et en plus, l'humanité fait ce qu'il faut pour la rapprocher un tout petit peu plus de la limite tous les jours. Et une autre planète, c'est Mars, qui, elle, se trouve à l'intérieur de la zone habitable aussi. Et la raison pour laquelle Mars n'est pas habitable en surface et n'a pas, en fait, d'eau liquide en surface, alors qu'elle est dans la zone habitable, c'est simplement parce qu'elle a perdu son atmosphère, elle a perdu son champ magnétique rapidement, et les vents stellaires, les vents solaires ont érodé cette atmosphère. Ça, c'est pour la zone habitable. Mais maintenant, l'exploration planétaire nous a montré autre chose. C'est que pour la vie, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Pour la vie telle qu'on la connaît, notre biochimie, on la connaît, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le phosphore. On a ces 5 atomes qui sont combinés en molécules plus ou moins complexes. Et il faut aussi que la vie puisse bénéficier de sources de carbone parce que c'est la charpente de ce qui nous fabrique, qu'elle est aussi une source d'énergie, parce que la vie, quand vous avez faim, vous mangez, elle a besoin aussi de pouvoir métaboliser, elle a besoin de pouvoir faire toutes ces choses-là. Elle a besoin d'avoir de l'eau, parce que c'est comme ça que la vie métabolise sur Terre. Elle a besoin aussi d'abri, la vie. Tout simplement, un abri, ça peut être à toutes les échelles possibles. Au niveau le plus petit, la vie
c'est une cellule qui protège l'information génétique et qui protège tout ce qui se trouve à l'intérieur. Quand vous avez un organisme un petit peu plus grand, c'est tout ce qui va protéger cet organisme des intrusions extérieures ou des agressions. Et ces agressions, ça peut être le rayonnement cosmique, ça peut être le rayonnement ultraviolet, par exemple, avec des rayons courts qui font des dégâts pour l'ADN. Alors, dans notre cas, nous avons une atmosphère qui nous protège, qui empêche les rayons cosmiques de passer, qui freinent surtout les rayons ultraviolets. Mais ça peut être aussi une colonne d'eau, que ce soit un océan, que ce soit un lac, parce que ça arrête les rayons de la même manière. Et puis quand vous habitez, vous êtes une vie que nous considérons comme extrême et que vous décidez de choisir une oasis dans le désert d'Atacama ou en haut d'un volcan dans les Andes, où l'atmosphère fait la moitié de ce qu'elle est au niveau de la surface, au niveau de la mer, et bien dans ce cas-là, vous avez beaucoup de rayonnements courts qui arrivent et la vie peut se cacher soit sous la surface ou alors à l'intérieur de roches, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des roches translucides et c'est une adaptation merveilleuse parce que lorsqu'elles se mettent à l'intérieur de cristaux de quartz ou d'autres cristaux qui sont translucides, eh bien, les algues qui vivent à l'intérieur de ces cristaux, elles peuvent bénéficier de la lumière du soleil qui permet la photosynthèse, mais l'épaisseur des cristaux qui est infinitésimale, elle permet d'arrêter les rayons courts qui sont nocifs. Et donc, il y a des tas d'adaptations. On peut donner ça à longueur de journée. Je peux vous citer des tas d'exemples d'adaptation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez vous trouver en dehors de la zone habitable du système solaire. Si toutes ces conditions sont réunies, vous avez des environnements qui sont habitables. Et aujourd'hui, on en connaît un grand nombre qui sont potentiellement habitables. Mars reste habitable aujourd'hui sous la surface. Il y a absolument toutes les conditions qu'il faut pour la vie telle que nous la connaissons, pour la biochimie telle que nous la connaissons, pour qu'elle puisse survivre aujourd'hui. En surface, non. Et puis ensuite, vous avez les mondes océans. Il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'il y avait un seul océan dans le système solaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a 17. Il y a 17 planètes qui ont des océans dans le système solaire. Il y en a seulement 2 qui ont, je dirais pas des océans pour Titan. Pour Titan, c'est des mers, des lacs, mais c'est en surface aussi. Et la seule différence, c'est que c'est pas de l'eau, mais c'est du méthane et de l'éthane. Donc, c'est des hydrocarbures à la surface de Titan. Mais par contre, il y a un océan d'eau sous la surface, à 20 km sous la surface. Et on a Europe, et on a Encelade, etc. Mais il y a aussi des grands satellites de Neptune, comme Triton, ou alors les satellites d'Uranus. Et puis celle qui nous a le plus surpris, évidemment, c'est Pluton, à 6 milliards de kilomètres du Soleil. On s'attendait à trouver une boule glacée. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une géologie extrêmement active, avec probablement, vu les cellules de convection qu'on voit en surface, la présence d'un océan qui est un océan qui a été formé pratiquement juste après le refroidissement de Pluton, c'est-à-dire il y a 4 milliards, 300 millions d'années. Et il est toujours là. Et si on revient sur Mars, on en est où dans l'exploration et dans les découvertes? Est-ce que les dernières découvertes peuvent laisser penser qu'il y a encore de la vie souterraine? Avec Mars, on fait face à tout un tas de problèmes. Le premier, évidemment, c'est l'aspect hostile des conditions de surface. Et la question que ça pose, c'est de se dire aussi, il y a tellement de rayonnements qu'on peut se demander qu'est-ce qui va devenir si jamais il y a eu de la vie sur Mars, si elle a laissé de la matière organique, si elle a laissé des traces de fossiles. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3,5 milliards d'années qui viennent de s'écouler? Est-ce que ces traces ont été conservées? Donc ça, c'est un petit peu difficile, mais par contre, notre chance, c'est que l'érosion continue, même si elle est à bas bruit sur Mars. Il y a toujours de l'activité géologique très importante. On sait que le magma continue de bouger sous la surface de Mars. Il y a la mission InSight qui a montré des tremblements de terre. On a des preuves aujourd'hui, des observations de volcans qui sont relativement récents à l'échelle géologique, tellement récents qu'on les considère dormants et non pas éteints. Et puis, il y a aussi la présence d'eau. Donc, on a beaucoup de choses qui nous disent que si la vie est apparue sur Mars au début de son histoire, elle a probablement été préservée et elle est probablement sous la surface aujourd'hui. Maintenant, le point qu'on fait pour les missions actuelles, on continue d'être intrigués parce qu'avant même que les rovers ne se posent, on savait qu'il y avait des traces de méthane
dans l'atmosphère de Mars. Il y a des émissions de méthane, et ce sont des émissions qui sont probablement renouvelées, parce que la durée de vie du méthane dans l'atmosphère de Mars n'est quand même pas si longue que ça. Donc ça veut dire qu'il y a une source de renouvellement. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que généralement, sur Terre, pour n'importe qui possède des vaches, on sait que le méthane, c'est un produit de la vie, mais pas seulement. Donc cette signature, c'est pas une signature qui n'est pas ambiguë. Le méthane, ça peut être formé par de l'activité géologique aussi. On n'a pas une seule de ces signatures qui soit une preuve absolue. Mais par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'évidence absolue que Mars était habitable, on a l'évidence de sédiments qui ont été déposés, mais on a aussi la découverte de rapports isotopiques de carbone entre le carbone 12 et le carbone 13 qui nous posent véritablement des questions. Alors, ça c'est un petit détail technique, mais comme tout le monde le sait, la vie est paresseuse. Et le carbone 12, il est plus facile à casser, si vous voulez, les molécules sont plus faciles à casser. La vie a tendance à utiliser cette source de carbone pour se nourrir, pour le métabolisme, etc. Et lorsque vous découvrez la matière organique qui est laissée par cette activité biologique, elle a tendance à avoir une espèce d'excès dans carbone 12. Et c'est ce qui se produit sur Mars dans une trentaine d'échantillons. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement une signature absolue de la vie. Mais quand vous commencez à avoir un indice par-ci, un indice par-là, je pense que ce qui va être dur sur Mars, c'est si on continue à trouver des indices, mais pas des preuves absolues, de dire quand est-ce qu'on arrête. C'est toujours le problème en science de dire l'hypothèse négative, quand est-ce qu'il faut arrêter. Une des possibilités, évidemment, c'est de ramener des échantillons dans les laboratoires terrestres où on a des meilleures possibilités de pouvoir les étudier, mais ce n'est pas tout simple non plus, comme on le sait. Et si on s'intéresse à des planètes autour d'autres étoiles, est-ce que déjà actuellement les chercheurs ils commencent à regarder des traces des biosignatures, ou est-ce que c'est encore trop tôt, on n'a pas les moyens de... Non, on le fait maintenant, on commence, et c'est une beauté aussi de Webb, mais pas seulement de Webb, on fait ça depuis les télescopes terrestres aussi, l'ESO justement à côté d'Alma dans les Andes, qui est un lieu formidable pour l'astronomie et pour l'astrobiologie. Vous avez des télescopes aujourd'hui qui font de la spectroscopie et qui regardent la composition des atmosphères de ces exoplanètes. Alors, comment on peut faire ça? Donc, la spectroscopie, ça permet d'étudier la composition de la lumière, que ça vienne de l'atmosphère d'une étoile, par exemple. On connaît bien le spectre des étoiles. Et ça nous est utile parce que lorsque vous avez une planète qui a une atmosphère, qui passe devant une étoile durant son transit, on peut, lorsque la planète sort de son transit, il y a un moment donné où la lumière de l'étoile va passer au travers de l'atmosphère de cette planète. Et comme on connaît le spectre de l'étoile, on peut soustraire le spectre total qu'on reçoit, qui est celui de l'étoile et de la planète. On soustrait celui de l'étoile pour avoir celui de la planète. Et on a commencé à faire des découvertes intéressantes. On a découvert quelques planètes qui ont de l'eau, qui ont du méthane, qui ont de la silice, etc. Donc tout ça, ce sont des indices extrêmement intrigants. Ce n'est pas encore la preuve absolue. Ce sera difficile à l'heure actuelle d'avoir la preuve absolue. Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait véritablement qu'on trouve quelque chose que la nature ne puisse pas produire. Et alors, tout ceci, c'est passionnant, hein, c'est le début d'une grande aventure, hein, des révolutions à venir. Alors, il y aurait beaucoup de choses à parler, hein, donc d'où vient la vie au fond des océans, est-ce qu'elle vient de... Mais peut-être, comme le temps passe vite, en venir à un dernier thème, c'est est-ce que nous sommes la seule civilisation, qu'est-ce que ça veut dire civilisation d'ailleurs, puisqu'on cherche depuis longtemps, hein, est-ce qu'il y a une intelligence extraterrestre ? Je ne dirais pas qu'on cherche depuis longtemps. On pense à cette question depuis très longtemps. Oui, on y pense depuis très longtemps. Oui. La recherche, qui est la recherche de SETI, donc, elle a été formalisée dans les années 60, au début des années 60, avec Frank Drake, Carl Sagan, l'équation de Drake, qui essaye justement de quantifier cette recherche. Et c'est un peu le cheminement que nous avons fait ce soir, c'est-à-dire d'essayer de comprendre combien il y a d'étoiles qui peuvent avoir des systèmes planétaires. Dans les années 60,
la connaissance que nous avions du cosmos, c'était véritablement seulement par les télescopes, même au moment où Frank Drake et Carl Sagan pensaient à cette équation. Mais ils ont fait ce cheminement et ils ont développé un outil qui est l'équation de Drake, qui n'est pas vraiment une équation, qui est plutôt une formule, qui essayait de dire le nombre de civilisations extraterrestres avancées qu'il y a dans la galaxie. Pour trouver ce nombre qui est le nombre n, il faut qu'on sache combien il y a d'étoiles qui se forment de type solaire, parce qu'à l'époque, on pensait que les seules étoiles qui pouvaient développer la vie ou une zone habitable, c'était de type solaire. Combien y en a-t-il qui se forment par an dans la Voie lactée? On commençait par là. Combien parmi ces étoiles, il y en a qui vont avoir des systèmes planétaires autour d'eux? À l'époque, on n'en savait rien du tout. Eh bien, aujourd'hui, 15 ans après le début de l'exploration des exoplanètes, enfin quand je dis 15 ans pour l'aspect spatial, on sait qu'à chaque fois qu'on lève les yeux au ciel et qu'on voit une étoile, il y a une planète qui tourne autour, au moins. Et ensuite, quand vous avez ces planètes, combien y en a-t-il qui vont se trouver dans la zone habitable? Et combien de ces planètes qui sont dans la zone habitable, combien y en a-t-il qui vont développer un environnement qui est favorable à la vie? Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est une expression probabilistique qui réduit les probabilités au fur et à mesure. Alors quand vous avez la vie qui se développe, combien ces planètes vont développer une vie intelligente, et combien parmi ces planètes qui ont des vies intelligentes, il y en a qui vont développer une civilisation technologiquement avancée. Et ensuite, il y a le dernier paramètre, le dernier facteur de l'équation de Drake, qui n'a rien à voir avec tous les autres. Et c'est le facteur L. Et en fait, pour la petite histoire, Frank Drake, qui a donc inventé cette formule, avait une plaque d'immatriculation, on peut faire ça très facilement aux États-Unis, où il avait écrit N égale L. Et tout simplement, le facteur L, c'est une durée dans le temps. Et c'est la durée dans le temps pendant laquelle les émissions de ces civilisations vont pouvoir être captées dans l'univers. Et donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles ces émissions peuvent cesser. La première, c'est bien évidemment que la civilisation cesse d'exister. Alors, ça peut être une catastrophe cosmique, un cataclysme, un astéroïde, quelque chose qui détruit une civilisation. Ça peut être aussi, malheureusement, le fait même de la civilisation en question qui s'autodétruit. Mais il y a d'autres options qui sont un petit peu plus optimistes. C'est que une civilisation peut disparaître du fond de ciel, si vous voulez, parce qu'elle est tellement avancée qu'on ne peut plus distinguer son activité de n'importe quel autre phénomène physique. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle disparaît parce qu'elle se fond dans l'univers. Donc, il faut aussi se dire qu'on commence à peine dans notre cheminement technologique. On est ce qu'on appelle une civilisation adolescente. Et alors, quand les gens me disent, mais finalement, parce que Frank Drake, quand on passait l'équation au peigne fin, on arrivait à entre 1000 et 1 million de civilisations au cours de la durée de vie de la Voie lactée. Et ça, c'est le paradoxe de Fermi. Mais s'il y a tellement de monde, pourquoi on n'a encore vu personne ? Alors, il y a des tas de réponses à cette question. Et en fait, ce n'est pas un paradoxe du tout. Il suffit de regarder les distances, par exemple. Ça, c'est simplement le fait physique de la distance. Si même aujourd'hui, on était contacté par une civilisation avancée qui a envoyé un message, et il faudrait qu'elle pense comme nous, à envoyer des messages dans le domaine radio. Ça, c'est une vue très anthropocentrique, bien évidemment. Mais les émissions radio, c'est sympa parce que ça passe au travers des nuages de poussière et des nuages de gaz, c'est pas arrêté. Mais si elle se situe à 2 millions d'années-lumière, ça veut dire que ça fait 2 millions d'années-lumière que le message est parti. Si même on répond, on ne sait même pas s'ils sont toujours là. Et s'ils sont là, ils sont peut-être ailleurs, ou alors ils sont en chemin, ils sont peut-être à la porte. Mais ça, non, c'est très difficile de communiquer de cette manière-là. Mais c'est les moyens qu'on a à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il faut le faire. Comme je le disais, c'est pas la science, elle n'a pas toutes les réponses. Mais ce qui est important, c'est de se poser les questions et de se mettre en route. Je pense que d'ici une quinzaine d'années, peut-être moins, la physique quantique va nous démontrer à quel point notre vision de l'univers à l'heure actuelle est limitée.
si j'essaie de me projeter dans une expérience de pensée, en imaginant tout ce que peut produire la science qu'on est en train de développer aujourd'hui, je dirais que dans quelques décennies, on n'aura peut-être plus besoin de radiotélescopes pour essayer d'écouter et de savoir s'il y a une autre vie dans l'univers. Regardez ce que la physique quantique nous dit. Ce que Schrödinger, je m'excuse, Schrödinger avait déjà en intuition dans les années 40, c'est de se dire que, eh bien, finalement, la vie, au départ, qu'est-ce que c'est? Si on ramène tout à l'essence de la vie, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie et ça devient de l'information quand vous avez quelqu'un ou quelque chose capable de décoder l'énergie que vous recevez. Et si on ramène tout à cette chose-là, ça veut dire que vous et moi, on est de l'énergie, bien évidemment, qu'à chaque fois que l'on regarde quelque chose, que ce soit ici dans cette salle ou que ce soit à l'autre bout de l'univers, on modifie l'observation, et ça, Einstein le savait aussi. Mais ça veut dire aussi que puisqu'on modifie ce que l'on voit, la présence de qui que ce soit qui regarde dans l'univers et qui n'est pas nous est probablement détectable d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça veut dire que théoriquement, on serait capable, grâce à la physique quantique, de détecter la présence de civilisations extraterrestres et peut-être même de communiquer de cette façon-là. Bien que ce ne soit pas une présence physique, bien que je n'ai pas E.T. en face de moi sur cette estrade, aujourd'hui, on commence à penser, à imaginer des expériences de physique quantique pour essayer de chercher la vie ailleurs. Et moi, j'aimerais que ce soit utilisé pas seulement pour la vie extraterrestre avancée, mais que ça devienne un moyen pour l'astrobiologie aussi de créer des expériences pour l'exploration planétaire et essayer de chercher de la vie d'une manière qui soit moins limitée que celle que l'on a aujourd'hui, qui est la biochimie. Et cette biochimie qui est la nôtre, c'est un facteur qui est très limitant pour nous. Ce dont on a besoin pour chercher la vie dans l'univers, pour de toute manière des êtres qui auront coévolué avec un environnement qui n'est pas le nôtre, qui ne penseront pas de la même manière que nous, mais qui par contre obéiront aux mêmes lois physiques que nous, les lois de l'univers, que ce soit les lois de la thermodynamique, que ce soit la gravité, etc. Ils y sont soumis de la même manière. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse commencer à penser à des biomarqueurs, à des biosignatures qui sont universelles. Et il n'y a rien de tel que les lois universelles, comme je disais, de la gravité, etc., et la physique, et peut-être les mathématiques, pour essayer de trouver la vie ailleurs dans l'univers, plutôt que la biochimie. Un grand merci, hein, le temps passe vite, on a passé déjà 1 heure. Donc on va partager, on va prendre des questions dans le public. Donc bien sûr, on ne peut pas tout aborder, hein, on pourrait passer des heures et des heures. Donc je ne peux que conseiller déjà, avant de donner la parole au public, de lire vos livres, hein, qui sont passionnants, vraiment bien écrits. Et vous écrivez, enfin vraiment, il y a une vraie réflexion, hein, on le sent dans cette discussion ce soir. Donc là, peut-être, donc, je sais, il faut prendre la première question. Je sais que la première question, c'est toujours difficile. Alors, levez bien la main et il y a des personnes qui viendront vous apporter un micro. Bonsoir. Merci pour cet exposé, c'est vraiment très, très intéressant, passionnant. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout au début. Je n'ai pas bien compris. Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. Peut-être que vous avez une hypothèse là-dessus, sur la question de passer de la matière inerte à la matière vivante. Comment on passe des molécules organiques, dont vous avez parlé, à la molécule d'ADN, en fait? Alors, cette partie-là, en fait, c'est toujours en discussion. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas résolu du tout. Il y a encore il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a toutes les écoles de pensée d'Oparine, toutes ces expériences qui ont été faites en essayant de reconstituer l'atmosphère primitive de la Terre et en imitant les éclairs et en voyant la chimie de la vie, les molécules devenir de plus en plus complexes. On sait aujourd'hui que l'expérience était un petit peu biaisée, mais donc il y a la partie chimique. La réponse très courte à votre question, c'est on ne sait pas encore. Et c'est bien pour ça qu'on a un problème pour la définition de la vie. Mais maintenant, il y a différentes écoles. Il y a l'école biochimique, qui est celle-ci, donc développée avec
à commencer par des molécules simples, un petit peu comme je le dis toujours avec l'alphabet. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous devez garder un petit peu en mémoire, c'est de se dire que la vie répète toujours les mêmes schémas. Et la vie, elle a commencé par des atomes qui se sont combinés en molécules de plus en plus complexes. Si vous regardez notre alphabet, comment on parle, on commence avec des lettres qu'on combine pour faire des syllabes et ensuite on fait des mots. Et si vous voulez donner une direction à votre phrase, vous ajoutez un verbe qui est un petit peu l'utilisation faite par la vie de l'ADN et de l'ARN. C'est l'information, c'est là où on va. Mais ça, c'est la biochimie. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a un autre modèle qui est très intéressant, qui est celui de la biophysique, et qui dit que la vie n'apparaît pas comme par magie à la surface d'une planète, mais que la vie est une propriété émergente de l'univers ou d'une planète. C'est-à-dire que c'est le développement inévitable, c'est le résultat inévitable de la thermodynamique. Si ces gens-là ont raison, ça veut dire que la vie est un phénomène universel. Alors, un phénomène universel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des tas de civilisations partout, etc.? Peut-être, ça fait partie du paysage de cette hypothèse. Ça veut aussi dire que l'univers est en ce moment à un point bien précis de son évolution dans l'espace et dans le temps. Donc, est-ce que la vie est une forme que se donne l'univers à cet instant précis dans l'espace et dans le temps? On commence à entrer dans des discussions avec la biophysique qui commence à faire vraiment un pont avec la métaphysique, avec la spiritualité, avec tout un tas de choses, mais aussi de se dire que peut-être la thermodynamique, elle fonctionnait un petit peu différemment plus tôt dans l'univers, elle fonctionnera de manière différente un petit peu plus tard, et ces modèles fonctionnent très bien, les simulations fonctionnent très bien, on voit la formation de molécules organiques très rapidement, de choses qui se dirigent vers l'ADN et l'ARN aussi, et donc ce qui nous est dit, c'est que la vie, elle est là. C'est le résultat inévitable de la thermodynamique parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie. Alors, l'entropie, évidemment, c'est l'univers qui tend vers le chaos et la dispersion au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus grand. Mais dans ce cas, on a un modèle qui est complètement différent. Donc maintenant, ce qui devient intéressant, c'est qu'on a deux perspectives. Mais le fait que, d'abord, la vie ne soit pas unique, que c'est peut-être quelque chose d'universel, et aussi que la vie n'est peut-être pas apparue une seule fois. Et je ne parle même pas de ce qui est à peu près évident, c'est-à-dire que les conditions étaient tellement néfastes au début de l'histoire de la formation de la Terre, avec des bombardements de comètes, des bombardements d'astéroïdes, etc., que la vie, si elle est apparue, elle s'est probablement éteinte autant de fois qu'elle est apparue, et finalement, l'arbre de vie qui reste aujourd'hui et qu'on connaît, c'est le nôtre. Mais ce que ces modèles-là disent, c'est pas du tout la même chose. Ils disent qu'il est possible que la vie apparaisse et continue d'apparaître aujourd'hui de manière différente, que la notion de vie, il faudrait peut-être essayer de l'envisager différemment. Ces modèles-là considèrent la structure sociale, par exemple, comme une forme, une manifestation de la vie. C'est des papiers absolument étonnants qui apparaissent aujourd'hui dans ce domaine-là. Et je ne veux même pas rentrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est un débat aussi. Si vous imaginez que la vie, du point de vue biophysique, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle est une forme de vie. Je vous remercie de me donner la parole. Je voulais simplement vous remercier pour cette superbe conférence, un vrai bonheur. Je voulais poser une question simple, beaucoup plus simple. Je voulais savoir, en ce qui concerne des images qu'on a vues à l'écran, on a vu une galaxie fantôme. Et j'avoue que j'avais jamais entendu parler de galaxies fantômes, ça m'a intriguée. Et d'autre part, il y avait aussi une autre image sur Bételgeuse, l'occultation de Bételgeuse en 2019. Je voulais savoir si vous savez qu'est-ce qui a causé ce phénomène. Merci. Alors la galaxie fantôme, c'est son nom. Mais il se trouve qu'avec les caméras dans l'infrarouge avec James Webb, ça permet de dégager toute la poussière et de voir en quelque sorte le squelette de cette galaxie. Ça donne un petit peu plus de dimension encore à son nom de galaxie fantôme. Et alors, pour
Pour Betelgeuse, je pense que certains chercheurs commencent à converger vers l'hypothèse d'un nuage de poussière qui passe devant l'étoile. Ça fait partie des différents modèles que l'on a. Évidemment, Betelgeuse, c'est un petit peu cette étoile qui devrait exploser et être supernova. On en a parlé beaucoup. On ne sait pas si ça arrivera dans du temps de notre existence. Mais de toute façon, pour sa vie d'étoile, elle est véritablement vers la fin aujourd'hui. Mais les différences de luminosité, ce n'était pas nécessairement lié à une activité particulière qui signalait quelque chose qui allait se produire. Voilà la galaxie fantôme. Et vous voyez véritablement le squelette de cette galaxie, tout simplement parce que les caméras infrarouges permettent de pénétrer la poussière et le gaz, ce qui nous donne l'impression qu'elle est limitée véritablement, un petit peu comme une étoile de mer à ses branches. Bonsoir. Je vous remercie pour votre conférence. Est-ce que vous pouvez lever la main parce que j'ai aucune idée de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà. Là. Et j'avais une question sur les océans de Pluton. Alors, je n'ai pas compris parce que normalement, Pluton étant éloigné du Soleil, les températures sont censées être glaciales. Et je me demande d'où viennent ces mouvements de convection. Si la température est glaciale, comment la matière peut bouger pour qu'on observe des mouvements de convection? Je vous remercie. Tout simplement parce que cette matière, elle n'est pas figée. Alors, ce qui se passe avec Pluton, c'est qu'elle a, un petit peu comme la Terre et la Lune, elle a... c'est plutôt un système de planètes binaires. Il y a Charon, de l'autre côté, qui orbite autour avec Pluton. Et donc, il y a un petit peu des forces gravitationnelles. Ça se pousse, ça se tire. Et ce qui permet la friction des roches à l'intérieur de Pluton, ce qui permet de garder une activité et une chaleur à l'intérieur de Pluton. C'est pas du tout figé. En fait, on a simplement par la déformation de Pluton, par la déformation du globe, on est à peu près certain qu'une partie au moins de l'océan primitif qui existait lors de la formation de Pluton est toujours présent. Il n'est peut-être pas présent de manière globale, il est peut-être résiduel dans certains endroits, et notamment à l'endroit dans le cœur, cette région du cœur où on voit ces systèmes de convection. C'est donc cette chaleur qui permet le mouvement de ce liquide qui se trouve à l'intérieur de remonter. Et évidemment, quand on arrive plus proche de la surface, les températures, comme vous le disiez, descendent, et donc les fluides plus denses redescendent. Mais l'activité de Pluton est absolument phénoménale. On ne se serait jamais attendu à quelque chose comme ça, si loin du Soleil. Merci. Bonjour madame, je voulais vous remercier d'abord pour cet échange si riche. Je voudrais revenir sur l'origine de vie sur Terre. Que pensez-vous de la théorie de la panspermie, sachant que des météorites, dans certaines météorites, on a trouvé des acides aminés et même des bases puriques et pyrimidiques. On trouve absolument tout ce qu'il faut pour la vie dans les astéroïdes et les comètes, c'est certain. Maintenant, de quoi est formée une planète? C'est formé de l'accrétion d'astéroïdes et de comètes. C'est sûr. Et ça veut dire donc que les briques de la vie sont incluses au moment de la formation de la Terre. Elles étaient déjà présentes. Alors, en quelque sorte, si vous voulez, c'est la différence entre la panspermie et la biogénèse. Et aujourd'hui, l'astrobiologie parle plutôt d'abiogénèse. C'est-à-dire que, si vous voulez faire une distinction, la panspermie telle que on la pensait au XXe siècle, c'était l'idée que peut-être des organismes vivants où des briques de la vie avaient été apportées sur Terre, et c'est comme ça que la vie s'était développée, parce que ces éléments avaient trouvé un environnement favorable pour se développer. Ce qui veut dire que la vie était venue d'ailleurs. C'est pas tellement satisfaisant intellectuellement, parce que ça fait que repousser la question. Ça nous donne pas une idée sur ce qu'est la vie ou quelle est son origine. Ça nous dit simplement elle n'est pas apparue sur Terre, elle est apparue plus loin, et on a eu de la chance, la Terre a été ensemencée. Mais comme vous le disiez, les astéroïdes et les comètes, ils ont déjà tout ça. Ils ont toutes les briques de la vie qui sont contenues. On a toutes ces briques de l'ADN, de l'ARN et d'autres choses qui sont nécessaires à la vie. C'est déjà contenu là. Et quand vous formez une planète, vous utilisez ces éléments-là. Donc c'est contenu. Maintenant, ça veut dire que n'importe quelle planète du système solaire
ou même satellite du système solaire, eh bien, il est formé un petit peu du même matériel. On vient tous du même disque protosolaire. C'est-à-dire que lorsque le disque protoplanétaire, le disque de poussière et de glace qui tournait autour du jeune Soleil au début, on vient tous du même endroit. Donc les mêmes éléments sont contenus. Ce qui va faire la différence, c'est votre distance à votre étoile et l'environnement dans lequel ces éléments vont pouvoir évoluer. Alors l'hypothèse de l'abiogénèse, c'est qu'effectivement, les éléments sont compris à l'intérieur de la planète Terre, et c'est l'environnement particulier de la Terre qui va permettre à ces éléments de transitionner vers la biochimie. Alors évidemment, cette transition, on ne sait pas encore tellement bien ce que c'est, et la différence en astrobiologie entre l'étude de la nature de la vie et de l'origine de la vie, c'est de dire que la nature de la vie, c'est que c'est une propriété émergente de la Terre, pas quelque chose qui a été déposé ou qui est apparu par magie. Tandis que l'origine de la vie, ça nous confine dans une vision d'environnement particulier, de biochimie particulière, etc. Donc, c'est une question fondamentale de l'astrobiologie. Et encore une fois, on n'a pas la réponse à cette question, mais on a maintenant des hypothèses qui nous permettent de développer des expériences, de développer des missions et des technologies nouvelles pour essayer de vérifier nos hypothèses ou de les falsifier. Merci encore une fois pour votre présentation passionnante. Merci. Donc, si j'ai bien compris, en moyenne, une exoplanète par étoile dans notre galaxie. Et comment arrive-t-on à ce résultat? Alors, par un calcul statistique? C'est un calcul statistique sur qui a commencé avec la mission Kepler, avec le nombre de planètes que l'on trouvait autour des étoiles. Et évidemment, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a certaines étoiles qui n'ont pas de planètes. Et le système comme TRAPPIST, par exemple, on a 7. Donc, il faut penser en termes de moyenne. Mais il y a environ... Aujourd'hui, on a une statistique qui est significative. D'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique, on peut dire que ce n'est pas un échantillon de 50. C'est vraiment quelque chose maintenant qui se chiffre par milliers. Donc, on est convaincu que ce nombre est très large et pratiquement autant d'étoiles, autant de planètes que d'étoiles. Et si vous regardez notre système solaire, pour un petit peu compléter la pensée, il y a les planètes, et puis il y a aussi les satellites, il y a les lunes. Alors dans notre système solaire, on a un peu plus de 200 satellites qui tournent autour de toutes ces planètes. Alors on sait aussi qu'il n'y a pas besoin d'être dans la zone habitable pour avoir des environnements habitables, et qu'on cherche la vie aussi dans notre système solaire en dehors de la zone habitable. Alors vous imaginez, si on trouve autant de planètes, ça veut dire qu'en moyenne, il y a un facteur supplémentaire de monde qu'on n'est pas capable de voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore la résolution, on n'a pas la technologie pour pouvoir les voir. Et ça donne encore autant de possibilités. Ce qui donne à la biochimie ou quoi que ce soit qui soit le processus qui amène à la vie, une quantité phénoménale de probabilités pour que la vie se forme ailleurs. C'est souvent d'ailleurs quelque chose qui n'a pas été très bien compris quand j'ai dit il y a tellement d'étoiles que c'est absurde de penser qu'il n'y a pas d'autre vie ailleurs. C'est pas simplement le nombre, c'est les combinaisons possibles que ça génère. Et ça, c'est plus important. Merci beaucoup. Je reviens sur Terre. Alors, j'ai bien aimé la notion d'arbre de vie que vous avez donnée pour la vie sur la Terre. Et de votre point de vue, parce que moi, je regarde à la télé, je vois des îlots de vie plongés dans les dorsales océaniques, au fin fond du Groenland sous les glaces. Et est-ce que je suis un lointain cousin de toutes ces créatures? Ou y a-t-il plusieurs arbres de vie sur Terre? Peut-on dire qu'il n'y a qu'un seul arbre de vie sur Terre et qu'on est finalement tous liés par un lien de parenté? C'est une excellente question. La réponse simple est oui. On vient tous du même arbre de vie. On vient tous du même
arbre de vie. C'est pour ça que notre responsabilité, elle est tellement grande. Aujourd'hui, on est, je dirais, la pointe technologique de la biodiversité sur Terre. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est la plus intelligente, mais ça veut dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette biosphère. La vie qui nous entoure partout sur cette planète, c'est notre famille. C'est la famille de la Terre. Et quand je parlais de coévolution, c'est notre responsabilité, sachant ce qu'on sait grâce à notre évolution, de dire qu'on est capable de transformer l'environnement d'une planète qui a une telle diversité et de tout détruire. C'est aujourd'hui ce qu'on a entre les mains. Mais aussi, on est capable de réparer cet aspect-là et de rétablir et de comprendre et d'apprendre à vivre en harmonie avec cette biosphère. Maintenant, pour continuer sur votre question de cet arbre de vie, est-ce qu'il y a d'autres arbres de vie sur Terre? Alors là, on aborde quelque chose qui est théorique aujourd'hui seulement, mais qui est discuté en astrobiologie, qui est l'idée de la biosphère de l'ombre. Et la biosphère de l'ombre, ce serait l'idée qu'il y a d'autres arbres de vie sur Terre, mais que nous ne sommes pas capables de les reconnaître comme vivants, parce que nous sommes habitués à notre biochimie. Les tests que nous faisons scientifiquement sont fabriqués pour repérer la vie telle que nous la connaissons. Et donc, l'hypothèse de la biosphère de l'ombre, je l'aime beaucoup, parce que je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas si elle existe, mais ça m'oblige à penser à comment faire pour essayer de comprendre et chercher une vie telle que je ne la connais pas et telle que je ne la comprends pas. Ce qui nous aide à penser à la vie ailleurs, par exemple. Donc la biosphère de l'ombre, c'est une des premières choses. Maintenant, on n'a pas d'évidence qu'il y ait d'autres arbres de vie, mais encore, on est capable de chercher que la vie qu'on connaît. Mais on est quand même capable d'affirmer qu'on fait tous partie du même arbre de vie. Génétiquement, on vient tous génétiquement de la même racine. Et je vais même vous dire quelque chose. Notre existence aujourd'hui, elle vient non seulement de cette même racine sur Terre, mais elle est reliée au Big Bang et aux premières étoiles. C'est pour ça que Hubert disait à répétition, nous sommes poussière d'étoiles. Et vous comprendrez, si vous lisez toutes ces choses-là, si vous vous intéressez à toutes ces choses-là, à quel point c'est vrai. Et la génération spontanée dont vous parliez tout à l'heure, Génération spontanée, j'ai parlé de génération spontanée? Sans le dire, c'est-à-dire une propriété spécifique non, la propriété de la matière. émergente de la vie, ça n'a rien à voir avec la génération spontanée, absolument pas. C'est radicalement différent. Radicalement différent. L'émergence, c'est simplement la matière qui transitionne, la chimie prébiotique qui transitionne vers la biologie. Ça n'a rien à voir avec la génération spontanée. Mais ce que j'avais compris, c'est que ça devenait une propriété inhérente de la matière, c'est-à-dire que la matière inerte avait comme destinée émergente, avec comme destinée de devenir vivante. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de prédétermination, il y a probablement des environnements plus favorables. C'est là où la nature de la vie et l'origine de la vie se rejoignent. Mais il n'y a pas du tout de prédétermination, il y a simplement des propriétés de l'environnement et une transition qu'on n'est pas encore capable de décrire, qui fait que, effectivement, la matière inerte, nous concevons comme inerte, on peut pousser l'argument très très loin. Qu'est-ce que vous concevez comme étant la matière inerte? Pour moi, la matière inerte, c'est certainement l'univers à sa création après le Big Bang. Un mélange d'atomes, de noyaux, de molécules. Alors on va reculer encore un petit peu plus loin. De quoi est formé un atome? D'énergie, on est d'accord, on ne va pas aller très très loin dans cette chose-là. Mais de manière ultime, on est tous formés d'énergie. On part tous de la même chose, on part tous des mêmes éléments fondamentaux. Il n'y a absolument aucune différence en dehors de la conscience, de l'intelligence et de ce qu'on disait tout à l'heure entre moi et cette chaise. On est formés des mêmes éléments. Il y a quelque chose qui se passe qu'on n'est pas capable aujourd'hui encore d'expliquer. Il n'y a pas nécessairement de prédéterminisme, il n'y a certainement pas de génération spontanée. Il y a un grand mystère de l'univers qui est là, mais il faut ramener les choses au fondamental, c'est que nous sommes tous partis d'une source d'énergie. C'est la chose qui nous ramène et qui nous rassemble tous.
Et c'est aussi, quand je disais notre responsabilité vis-à-vis de cette planète, c'est qu'il y a probablement, ce que montrera aussi la physique quantique, une communication en ce que nous considérons comme la matière inerte. Peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas encore capables, comme pour les petites lunes, qu'on n'est pas capable de détecter à l'heure actuelle à cause de la résolution, ça existe aussi dans l'aspect microscopique des choses. C'est qu'on n'a pas encore la résolution de tout comprendre à l'échelle qui est celle de l'échelle quantique. Et je pense que quand on aura franchi ce pont, il va y avoir cette transition entre ce que l'on conçoit, nous, comme quelque chose qui est inerte et le vivant. On aura probablement une vision très, très différente dans les décennies qui viennent. Alors, je ne vais pas vous dire que la chaise, elle est vivante, j'en sais rien. Mais c'est certainement, vous, entre elle et moi, il y a une différence, certainement, dans la manière dont l'énergie est distribuée et dont l'énergie se manifeste. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre le vivant et le non-vivant? J'en sais rien. Mais c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où nous avions cette discussion, où véritablement la science est une énorme source de spiritualité. Et quand je dis spiritualité, je ne dis pas religion, c'est essayer de comprendre l'univers et son origine. Et je pense que les décennies qui vont venir vont véritablement nous donner non seulement cette vision mégascopique de l'univers cosmologique, mais l'univers de l'infiniment petit aussi, qui fait partie de la réponse aux questions que nous cherchons. Une question nous venant d'Internet. Peut-être une des dernières questions. Quel avenir pour le SETI? Pouvez-vous parler de projets? Où en est-on? Alors, SETI, eh bien, je peux vous dire que c'est une période extrêmement faste pour l'Institut. Alors, je parle de l'Institut parce qu'évidemment, c'est à l'origine de la recherche de SETI, mais bien évidemment, la recherche SETI maintenant est globale. Quand j'étais à l'Observatoire de Meudon, il y avait Jean Edman qui s'occupait de Nancy et qui parlait de SETI déjà, juste au début de la création de l'Institut. Mais personnellement, en tant que directrice de la recherche à l'Institut, je peux vous dire que l'Institut se porte très très bien, qu'aujourd'hui on a notre réseau de radiotélescopes en Californie du Nord qui fonctionne et qui est développé maintenant, et qui non seulement fait de la recherche de SETI, mais fait aussi, donc il y a des radiotélescopes, on a développé aussi des réseaux de caméras qui cherchent pour des émissions laser monochromatiques, et puis il y a aussi la participation internationale avec des projets comme Cosmic, qui sont pas seulement l'utilisation des antennes, mais aussi l'application de l'intelligence artificielle que l'on met directement sur les télescopes pour essayer d'analyser les données au fur et à mesure qu'elles tombent. Et puis aussi, pour l'Institut lui-même, quelque chose qui a été un tournant décisif qui s'est produit l'année dernière, mais qu'on a annoncé aujourd'hui. Ce matin dans la presse, une grande source de financement qui nous est parvenue d'un donateur. Et aujourd'hui, l'Institut a sa destinée en main avec une dotation de 200 millions de dollars qui nous permet de fournir des bourses de recherche à des jeunes gens, qui nous permettent de faire beaucoup plus d'éducation. Et c'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir dire, c'est que l'Institut SETI, s'il est connu par sa racine, qui est donc la recherche SETI de civilisation extraterrestre, SETI, c'est seulement 10% de ce qu'on fait. L'Institut cherche la vie ailleurs dans l'univers, depuis l'origine de la vie jusqu'à la recherche de civilisation extraterrestre, et en quelque sorte couvre tous les domaines de l'équation de Drake. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. On ne m'a pas fait signe. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Ma question, en fait, est un petit peu philosophique. Levez la main, peut-être. Ah, voilà, d'accord. Tout au fond. Elle est un petit peu philosophique. Une fois que vous aurez démontré que la vie est une évidence dans l'univers, est-ce que vous ne croyez pas que cette révélation fera que la vie sera considérée sur Terre comme quelque chose de finalement relativement banal, au point qu'on n'ait pas la même approche ou la même envie de la préserver, du fait que dans l'univers, elle soit finalement évidente? Votre question m'étonne beaucoup parce que vous avez regardé l'actualité récemment? Absolument pas.
Est-ce que vous croyez véritablement qu'on accorde beaucoup de crédit à la valeur de la vie sur Terre ? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui accordent pour le moment du crédit et qui éventuellement pourraient s'en détourner du fait de son évidence absolue dans l'univers, tout simplement. Mais écoutez, je trouverais ça tellement dommage. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que ça me paraît évident, mais je fais partie des gens pour qui la vie est importante. Autrement, je ne ferais pas ce métier-là. Et puis, il y a d'autres raisons pour lesquelles aussi je m'intéresse à cette planète. Évidemment, ma réponse, elle était un petit peu sarcastique, mais pas complètement. Je vous dirais que la vie dans l'univers, où qu'on la trouve, chaque planète, chaque monde qu'on va découvrir sera une expérience planétaire unique. C'est une coévolution différente. Il n'y a jamais rien nulle part qui ressemblera à la Terre. Il y aura peut-être des convergences de formes, il y aura peut-être des choses qu'on pourrait reconnaître, parce que la nature tend à résoudre les problèmes de certaines façons. Mais chaque vie qu'on va découvrir, c'est pas la vie banale, c'est pas la vie en moyenne. C'est quelque chose de complètement unique. Et c'est une chance unique d'avoir une perspective différente qui peut, comme on le fait en astrobiologie où on amène des disciplines différentes pour augmenter notre perspective, c'est une chance complètement unique de pouvoir donner plus de profondeur et plus de dimension à ce que l'on appelle la vie. Alors, à défaut de la banaliser, je dirais que ça la rendra encore plus riche et que ça donnera peut-être encore plus de valeur à ce que l'on appelle la vie. Merci. Bonsoir, merci pour ce moment de partage. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis très longtemps. On en est tous, rassurez-vous. Mais alors, j'ai entendu dire que le champ magnétique terrestre s'est inversé il y a quelques milliards d'années. Il s'inverse souvent, c'est cyclique. Oui. Mais alors, si ça devait se produire, comment il se fait et quelles sont les conséquences sur la vie sur la Terre, voilà. Alors, là aussi, j'ai quelques nouvelles pour vous. Ça fait déjà un moment que l'inversement est commencé. Mais l'inversement, il n'est pas global et il n'arrive pas une fois à la fois. Il y a un endroit particulièrement que les cartes commencent à montrer qui s'appelle l'anomalie sud-atlantique. Et vous avez vu, c'est une région où le magnétisme est beaucoup plus faible et où la carte, quand vous voyez des zones rouges, vous voyez des zones bleues, etc. Donc c'est une espèce de patchwork. Le champ magnétique s'inverse petit à petit. Mais bien évidemment, on va arriver à un moment où il s'inverse. Alors ça, c'est arrivé déjà cycliquement dans l'histoire de notre planète. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là. Ça veut dire que la vie résiste à ces changements. Je ne crois pas, il faudrait que je vérifie, mais je ne crois pas qu'on ait associé des changements climatiques à des grandes extinctions. Il y a certainement des espèces qui en pâtissent. Pour nous, probablement la technologie est peut-être ce qui va en souffrir le plus. Alors peut-être que c'est ce qu'il faut prendre en compte. Mais je ne crois pas que dans l'histoire géologique et biologique de la Terre, il y ait des grandes extinctions qui soient associées à l'inversement des champs magnétiques. Par contre, les collisions avec des astéroïdes, etc., oui. Mais je ne crois pas. Donc un grand merci pour les questions. Donc on arrive au terme de cette conférence passionnante sur un sujet que je vois qui vous a intéressé, vu toutes les variétés des questions. Alors peut-être pour conclure, juste une petite... j'ai pris un extrait d'une des phrases que vous avez écrites dans votre livre. Alors juste la fin, quand vous parlez de la recherche d'intelligence extraterrestre ou d'autres civilisations, vous dites « En essayant d'imaginer les autres, qui ils sont, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font, et leur raison d'être, nous nous explorons nous-mêmes et découvrons peu à peu notre place dans l'univers. Car ce voyage intemporel dans l'espace et le temps, qui nous mène aux confins du cosmos, exige d'abord que nous plongions au plus profond de nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes. » Donc voilà, au-delà des sciences, je pense que...